à tous les deux. Alors comme je le disais en introduction, Launcher et PayFit ont réussi à s'introduire sur des marchés qui semblaient pour le moins verrouillés avant que vous arriviez. Comment est-ce qu'on arrive à identifier un marché qu'on souhaite disrupter? Comment est-ce qu'on a l'idée finalement de se lancer sur un marché comme ça? Romain, peut-être pour commencer. Bonjour à tous, merci. En fait, moi, j'ai pas de recette miracle. J'ai pas une recette scientifique, mais je peux vous parler de notre expérience. En fait, on a vu que globalement, donc pour ceux qui connaissent pas, Launcher, c'est une carte titre restaurant. Donc aujourd'hui, effectivement, nos concurrents sont que des très grosses boîtes qui existent depuis 50 ans. Donc d'où le sujet de disrupter un marché. Et donc nous, quand on est arrivé, on s'intéressait pas du tout au sujet des tickets restaurants. On savait qu'il y avait un truc à faire sur la pause déjeuner et les faisceaux d'indices qui nous ont guidés, c'est est-ce que le comportement a changé dans les dernières années par rapport à l'évolution des usages. Et donc on a assez vite vu, moi avant je travaillais chez Deliveroo, donc j'ai vu qu'il y avait eu un gros shift d'utilisation sur la delivery liée à notamment au service mobile, à la capacité de faire de la géolocalisation, une transaction mobile beaucoup plus simple. Et quand on s'est rencontré avec Loïc, le fondateur de Launcher, on s'est dit il y a un truc à faire sur la pause déjeuner parce qu'effectivement la delivery c'est surtout le soir et le week-end. Donc les restaurants commencent à beaucoup se digitaliser, les utilisateurs sont très mobiles et donc on a commencé là-dedans. Et donc on a eu une idée et en fait ce qui nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui, c'est qu'en fait on est allé parler avec tous les gens qui vivaient ce moment qu'on voulait changer. Et en fait petit à petit on a réussi à identifier un problème qu'on a transformé en opportunité. Donc, je pense que c'est un peu le truc qu'il faut chercher. Un gros marché avec un problème que vous pouvez résoudre. Et souvent, vous allez vous rendre compte que y a déjà plein d'autres gens qui ont essayé de résoudre le problème. Donc, il y a quand même un sujet à un moment donné d'exécution et de time to market. Mais souvent, il y a aussi des marchés qu'on va considérer intouchables ou inattaquables parce que c'est des très grosses boîtes. Et donc là, il y a d'autres choses à envisager. Mais je dirais que pour identifier un marché à disrupter, il faut déjà trouver le problème qu'on veut régler. Guylain, peut-être, Oui. Comment est-ce que ça vous est venu de créer PayFit pour répondre à quelle problématique? Oui, bonjour à tous. Donc pour PayFit, en fait, nous, on a eu l'approche de chercher un marché sur lequel il y avait qui touchait énormément de monde. Donc on s'est intéressé principalement aux entreprises. Et les besoins communs d'une entreprise, ça va être la gestion de la facturation, la gestion de la comptabilité, la gestion de la paie et des ressources humaines. Nous, on s'est concentré sur ce problème parce qu'on voulait avoir un impact fort. Et plus particulièrement la gestion de la paie, qui a une forte complexité métier, parce que ça dépend directement du code du travail et des conventions collectives. Donc énormément de choses à automatiser et les clients sont globalement assez peu satisfaits des solutions en place. Et donc du coup, on a voulu tacler ce problème-là et essayer de chercher un angle d'approche qui nous permettait d'introduire de la technologie et de régler ce problème par la technologie. Donc je vous en parlerai peut-être un petit peu après, mais on a créé un langage Jetlang qui nous a permis de pouvoir régler ce problème lié au code du travail et aux conventions collectives. Alors justement, comment vous avez eu cette idée-là de créer votre propre langage? Vous avez commencé sans ça et vous vous êtes rendu compte que c'était une vraie barrière pour arriver à monter votre produit? Alors c'est dès le départ. En fait, pour la petite histoire, quand on a commencé avec Florian et Firmin, moi j'étais le seul software engineer et mon objectif c'était de rien y connaître en paye et vraiment faire en sorte que Firmin et Florian deviennent les experts métiers. Et moi de leur donner les moyens pour qu'ils puissent coder toutes les règles métiers eux-mêmes. Donc ça a commencé par un langage très simple au tout départ, et puis au fur et à mesure le langage s'est étoffé, et aujourd'hui ce qu'on appelle les Jetlang Masters, donc c'est les développeurs qui codent en Jetlang, ils ont la main sur toute la partie interface utilisateur, mais aussi sur tous les algorithmes qui vont permettre de calculer toutes les cotisations, le bulletin de paie, les déclarations. Ils ont vraiment la main sur vraiment tout le produit de A à Z. Et nous, notre objectif, c'est de construire un langage qui s'adapte à tous les pays. Donc on s'est lancé en Espagne, on a lancé l'Allemagne et là on lance le UK.
En fait, côté tech, le code reste le même. Par contre, le code Jetlang change complètement pour chaque pays. Alors, Romain l'a dit, il y a un certain nombre de boîtes qui s'étaient lancées sur vos marchés respectifs avant que vous créiez Payfit ou Launcher. Est-ce que le fait d'avoir créé ce langage spécifique, c'est aussi ce qui vous a permis, d'une part, de vous différencier des acteurs qui étaient déjà en place, et puis aussi de vous différencier de ceux qui essayaient justement de disrupter ce marché avec plus ou moins de réussite? Je pense que oui, parce que ça nous a apporté énormément d'agilité. Ça nous permet d'aller très vite. Par exemple, pour lancer l'Espagne, on a eu 2 Jetlang Masters qui ont travaillé pendant 6 mois sur le produit espagnol, et ça nous a permis de lancer le produit. Si on avait voulu faire ça avec un mode un petit peu plus standard, avec des développeurs qui travaillent sur toutes ces règles métiers, je pense que ça nous aurait pris 3 ans. Donc effectivement, ça nous a fait vraiment gagner énormément de temps pour lancer le produit français. Et surtout, ça nous permet d'aller très très loin sur l'automatisation, de chaque petit cas, de pouvoir bien les régler et bien les paramétrer pour que l'expérience utilisateur derrière soit vraiment parfaite. Donc, Romain, dans votre cas, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à pénétrer ce marché du titre restaurant, où là aussi, il y a un certain nombre d'acteurs déjà bien implantés et puis d'autres qui essayent de s'immiscer dans ce jeu-là? En fait, quand on s'est rendu compte que pour nous l'opportunité c'était sur le titre restaurant, on a eu une première problématique, c'est qu'on n'y connaissait rien. Et en fait, on a plus vécu ça comme un avantage parce qu'on s'est permis de tout remettre en question et de tout réinventer et de ne pas considérer que quoi que ce soit a été établi. Ça ne veut pas dire que c'était plus simple parce que typiquement, le jour où on s'est dit « Ok, il faut qu'on fasse une carte titre-restaurant », moi, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qui se passait quand on mettait une carte dans un terminal de paiement. Donc on n'y connaissait rien en monétique, on a dû tout apprendre. Et en fait, une des premières décisions qu'on a prises compte tenu du marché, c'est de rester sous le radar le plus longtemps possible pour qu'on ait une solution qui soit prête et qu'on puisse ensuite déployer et avoir une conquête de prise de part de marché rapide. Parce que spécifiquement sur notre marché, les gens contre qui on se bat, nos concurrents, c'est des boîtes qui sont établies, qui ont beaucoup d'avantages, mais on ne se bat pas du tout avec les mêmes armes. Eux, leurs armes, c'est la sécurité, la fiabilité, le fait que ce soit des acteurs établis, c'est rassurant. Nous, nos armes, c'est l'agilité, la rapidité, l'innovation, la technologie. Donc il fallait qu'on arrive avec un produit qui soit déjà au moins aussi bien que ce qu'eux proposaient, mais ensuite qu'on soit capable de sortir des fonctionnalités et des nouveautés très rapidement, tout en allant chercher des validations du fait qu'on était des acteurs sérieux et qu'on était là pour durer. Donc notamment ça passe par des levées de fonds pour montrer qu'on a les moyens de s'attaquer à des acteurs de cette taille-là. Et après il y a aussi un sujet légal. On est sur un marché qui implique du paiement, donc il y a des sujets de conformité pour être sûr que ce qu'on fait et les contrôles qui sont appliqués dessus sont les bons et qu'on est au même niveau de sécurité que le standard du marché et nos concurrents. Alors, tu as dit que vous êtes resté sous le radar pendant un moment. Ça, c'est une vraie question quand on essaye de s'implanter sur un marché. Quelle stratégie de communication, finalement, il faut adopter face à la concurrence, avec les médias, pour pouvoir gagner en visibilité sans dévoiler toute sa stratégie? Comment vous avez fait? Alors, en fait, nous, on a eu un peu de chance. C'est qu'on avait commencé avec un premier produit qui était une appli pour commander son déjeuner, qui existe toujours et qui est très complémentaire à notre moyen de paiement, titre restaurant. Et en fait, on a continué à dérouler notre roadmap et nos développements sur ce produit-là. Et donc, on communiquait là-dessus et il y avait une équipe dédiée. Parce qu'aujourd'hui, on est organisé en feature team. Donc, il y avait une équipe dédiée sur toute la partie titre restaurant, tout le corporate business, corporate lunch, qui a bossé quasiment pendant 1 an sans qu'on communique dessus, dans le secret. Et comme c'était 2 business qui étaient quand même assez différents, nos concurrents ne l'ont pas du tout vu venir. Ce qui nous a permis d'être tranquille pendant la durée où on travaillait sur notre produit. On avait évidemment mis des clients dans la confidence
ce qui nous a permis aussi, dès la sortie, d'avoir plein de clients qui utilisaient déjà le service, d'avoir un bon niveau de mise en production dont on était confiant sur la mise à l'échelle. J'essaie d'éviter les anglicismes. Et du coup, le jour où on est sorti, c'était en février 2018, on avait déjà une centaine d'entreprises clientes qui utilisaient notre produit tous les jours, et donc on savait qu'on allait pouvoir empiler derrière. Il y a un engouement par là-bas. Et de votre côté, du coup, Guilain, chez Payfit, j'ai l'impression que vous avez moins caché les fonctionnalités directes de votre produit au début. Mais là aussi, est-ce que c'est important de pouvoir avoir déjà des use cases, en quelque sorte, à présenter, que ce soit à la presse ou à de plus gros clients, pour valider, en quelque sorte, le produit au lancement? Oui, alors on avait commencé à communiquer assez tôt sur le lancement de Payfit. Dès le premier mois, on a commencé à faire une landing page déjà pour parler de ce qu'on voulait faire. Et déjà, c'était pour un but de recrutement au départ, c'était pas pour un but de trouver les premiers clients, mais déjà parler de ce qu'on voulait faire, parler du langage. Et je pense que c'est important de communiquer, même si le produit n'est pas encore sur le marché, pour déjà attiser l'attention. On avait mis un petit form pour que les gens puissent s'abonner à des newsletters, et on pouvait les tenir au courant régulièrement. Donc effectivement, je pense que c'est la communication, il faut la faire même si le produit n'est pas encore sur le marché. Déjà essayer de susciter, de voir comment les gens réagissent à la proposition de valeur et voir s'ils ont déjà un intérêt. On avait des anecdotes un petit peu marrantes où tu avais des experts pay qui nous faisaient plein de feedback sur leur quotidien et les peines qu'ils pouvaient avoir grâce à cette landing page qu'on avait marketée sur Facebook Ads au départ. Donc oui, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. À partir du moment où le projet n'est pas trop confidentiel, nous ça ne l'était pas, donc on en a profité. C'est difficile de convaincre les premiers clients de faire ce passage d'un acteur, on va dire, établi du secteur à une petite start-up, de faire ce pari-là finalement. C'est compliqué ? Surtout dans le domaine de la paie, qui est un domaine qui est très complexe, et s'il y a des problématiques de déclaration, derrière c'est les URSSAF qui sont là. Donc effectivement, on doit vraiment gagner la confiance des premiers clients. Donc au départ, le plus simple pour nous, c'était de s'adresser à des startups. Donc c'était principalement le réseau de The Family au départ et nos investisseurs. Et elles sont bien sûr un peu plus early adopteurs. Elles ont un état d'esprit qui est naturellement assez ouvert et qui font confiance assez vite. Et grâce à eux, on a pu itérer les premiers mois pour vraiment proposer un produit qui répondait aux premières demandes de nos clients. Donc je pense que les early adopteurs, il faut vraiment bien leur parler au départ pour avoir un maximum de feedback utile. Alors effectivement, vous vous adressez aux startups, mais aussi aux TPE et aux PME. Vous vous êtes vraiment appuyé sur cet écosystème startup pour, on va dire, closer vos premiers clients et ensuite sortir un petit peu de cette bulle startup. C'était important pour vous d'avoir le soutien un petit peu de cet écosystème au début ? Ouais, c'était important, et surtout clairement c'était le plus facile pour nous parce que en fait elles sont très ouvertes à la technologie, à l'automatisation, à avoir une interface utilisateur qui soit clean, propre à utiliser. Donc c'est vraiment le public le plus sensible à cette proposition de valeur-là. Donc naturellement, on s'adressait à eux. Et de plus en plus maintenant, ça va être des acteurs beaucoup plus traditionnels et qui par notre expérience avec des early adopters, on peut leur proposer maintenant un service fiable, on peut le démontrer qu'on est fiable. Et donc du coup, on a su gagner leur confiance en commençant par cette target-là. Romain, vous aussi, chez Launcher, je crois que vous avez pu compter sur le soutien de l'écosystème avant de pouvoir aller pêcher du plus gros poisson, en quelque sorte. Oui, l'avantage aussi d'aller vendre à des gens comme nous, c'est qu'ils ont une capacité de décision qui est ultra rapide. Donc
les processus de vente sont très courts. Par contre, le danger, et on l'avait tout de suite identifié, c'est qu'on ne voulait pas construire juste un service pour les startups. Donc on a très vite essayé d'aller voir d'autres types d'entreprises. Nous, on a un business qui va des entreprises de une personne jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'employés. Donc il fallait tout de suite qu'on comprenne est-ce que notre produit il avait des faiblesses pour tel ou tel type de business. Aujourd'hui, on a des clients qui sont des ambulanciers, beaucoup d'artisans qui sont des toutes petites boîtes de 1, 2, 3, 4 personnes, qui ne sont pas forcément des gens très geeks, donc pas du tout des profils start-up. Mais en fait, on a tout de suite senti que les intuitions qu'on avait sur les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et la solution qu'on pouvait apporter, elle marchait bien. Et moi, ça m'a vraiment marqué, puisque au tout début, on faisait un peu tous de la vente. Et quand j'appelais des gens qui n'avaient jamais rien demandé à personne, et je disais, bon, bah voilà, on fait ça, on est nouveau, est-ce que vous avez des titres restaurants? Oui. Est-ce que vous êtes content? Non. Bah, nous, on fait ça. Ah, mais c'est trop bien, envoyez-moi un contrat. Et quand une vente, elle se passe aussi facilement, en général, on se dit, il y a peut-être là, on tient quelque chose, et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé vraiment à accélérer. Et là, on s'est dit, OK, notre produit a rencontré son marché. Est-ce qu'il y a un moment où peut-être un client que vous avez réussi à débaucher, où vous avez senti que vous gagnez en quelque sorte vos galons de noblesse dans le marché que vous avez disrupté? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez vraiment senti que vous aviez réussi finalement à pénétrer ce marché? Oui, à un moment, nous on avait des clients, notre cible c'est des clients entre 10 et 200. Et effectivement, dès qu'on commençait à monter en termes de cible, pour nous c'était une vraie étape et du coup une nouvelle découverte parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et effectivement, à chaque fois, dès qu'on a eu le premier, c'était énormément d'apprentissage et de learning, et ça nous permettait aussi de passer au next step sur notre produit, en termes de learning par rapport au retour qu'ils nous faisaient. Romain, de votre côté Pareil, en fait, la vie d'une start-up, on dit souvent c'est les montagnes russes. Et les hauts, c'est souvent quand on va pitcher et que ah oui, je connais Launcher, j'en ai déjà entendu parler. Quand on a eu nos premiers clients par le bouche à oreille. Parce qu'aujourd'hui, on communique peu pour plein de mauvaises raisons. Et donc on fait surtout des appels sortants, des sollicitations sortantes, parce que nos clients sont des gens bien précis, nos interlocuteurs sont des gens bien précis. Et quand on les appelle et que la vente se fait hyper facilement chez un grand compte, chez une société qui n'est pas du tout numérique, tout ça c'est des petites victoires qui font qu'on est plutôt en haut de la montagne russe. Et il y en a tous les jours et c'est ultra motivant. Tu parles de montagne russe, est-ce qu'au contraire, il y a eu des moments de découragement peut-être, où vous vous êtes dit peut-être qu'on ne va pas y arriver, et comment est-ce qu'on surmonte ces moments-là? Tous les jours. En fait, la machine, elle avance, et du coup, il faut constamment rester sur la route. Et tous les jours, en ce moment par exemple, on est un peu plus de 70 personnes. L'entreprise a à peine 2 ans. Du coup, on a un vrai challenge sur réussir bien nos recrutements, faire en sorte qu'on ne perde pas de temps à recruter les mauvaises personnes, que la culture reste bien intégrée et que surtout l'onboarding se fasse de manière efficace. Donc on a ce type de sujet. On a fait une belle levée de fonds en début d'année. On a levé 30 millions d'euros pour se développer à l'international. Donc ça ouvre beaucoup de sujets. Il faut qu'on transforme l'organisation en une organisation internationale. Chaque fois qu'il y a un nouveau défi qui se présente devant nous, on n'est pas du tout dans une posture de dire c'est bon, on est des rockstars, on va tout défoncer. On essaye d'être évidemment très positif et de se dire qu'on va y arriver. Mais il y a quand même une crainte de l'échec qui fait que justement on se dépasse pour y arriver.
Guylain, de votre côté, des moments un peu de découragement ou c'est pas encore arrivé? Oui, il y a toujours de hauts et des bas. Globalement, pour nous, ça a toujours été une histoire de focus et où il faut mettre l'énergie par rapport aux problématiques qui arrivent avec le passage à l'échelle, le scale. Effectivement, toutes les problématiques de recrutement, nous, ça a été vraiment la clé. Donc, en 2 ans, on a fait un passage de 0 à 215. Donc effectivement, il y a des grosses problématiques de structure qui se posent dans les équipes et parfois des choix difficiles. Donc effectivement, il y a toujours des moments un peu de moins bien et des moments très euphoriques. Donc ça fait partie de l'aventure et c'est ça qu'on aime, quoi. Romain, tu as parlé de la levée de fonds que vous avez réalisée l'année dernière. On sait que pour les médias notamment, la levée de fonds, c'est l'occasion aussi de gagner en visibilité, de gagner en crédibilité d'une certaine manière auprès d'une partie de l'écosystème. Est-ce que ça aussi, ça a contribué à vous positionner sur votre marché comme un véritable concurrent, entre guillemets, par rapport aux acteurs établis? Sans aucun doute. Ça a pu arriver avant. Donc en tout, on a levé 45 millions d'euros, une série A de 12 millions et une série B là en février de 30 millions. Déjà, quand on a levé 12 millions, c'est quand même beaucoup d'argent, donc c'est rassurant. Mais ça pouvait arriver, notamment avec des très grosses boîtes qui nous disent « Ok, mais si je fais un effort de migration vers votre solution », parce que le truc dont on est le plus fier, c'est quand on pique des clients à nos concurrents, ce qui est souvent le cas chez les grosses boîtes. Donc pour eux, il y a un gros boulot de changement et la politique du changement, c'est toujours compliqué. Et donc ils n'ont pas envie de changer en disant « Ok, c'est encore une start-up qui va disparaître dans 6 mois, 1 an ». Et donc dans l'esprit collectif, 12 millions finalement pour créer une grosse boîte, c'est pas tant que ça, et c'est relativement vrai. 30 millions, ça commence à passer dans une autre dimension, donc maintenant on n'a plus du tout cette objection quand on va voir des grosses entreprises, et surtout maintenant on sent que nos concurrents nous prennent vraiment au sérieux. Et ça nous allait très bien avant qu'ils ne nous prennent pas au sérieux, mais là maintenant la dynamique a changé. Guylain, vous avez senti ça aussi chez Payfit? Oui, cet clairement. avant-après? Clairement, parce que, encore une fois, on est sur un marché où on a besoin que les gens nous fassent confiance et une levée de fonds, ça apporte toujours ce tampon qui te donne de la crédibilité. Donc clairement, on a vu un avant-après. Donc en tout, en levée de fonds, on a levé 20 millions, donc un seed à 500 000, une série A à 5 millions et une série B à 16 millions. Et ça nous a permis vraiment de grandir et de pouvoir vraiment réaliser ce qu'on avait envie de faire en termes de croissance au niveau du produit et toutes les autres équipes. Donc clairement, c'est game changer de pouvoir avoir ces fonds et de pouvoir avancer et suivre les plans qu'on avait au tout départ. Ça demande créer une solution comme Payfit, ça demande forcément beaucoup d'investissement au début. Et c'est inévitable si on veut grandir vite. Alors tu parles de la création de la solution, après il y a aussi effectivement arriver à maintenir une qualité de service tout au long de la vie de la boîte. Par quoi est-ce que ça passe? Est-ce que vous renforcez régulièrement les équipes dédiées au service client? Est-ce que vous avez des phases d'audit entre guillemets pour pouvoir valider la solution avec vos clients, savoir s'ils sont toujours satisfaits? Comment est-ce que vous arrivez à maintenir le service que vous leur avez apporté au tout début? Alors là, sur ce point, effectivement, nous, ça a été toujours un point d'attention très important parce que nos clients ont besoin d'un accompagnement sur les sujets sociaux. C'est toujours, on simplifie énormément de choses, mais il reste des points qui sont complexes à gérer. Et du coup, depuis le début, on a des experts en paye qui accompagnent nos clients. Et effectivement, au fur et à mesure que Payfit grandit, il y a toute une croissance aussi de notre équipe support.
Et au fur et à mesure de la croissance, toute la team customer c'est complètement structuré avec une partie qui va être beaucoup plus online, où on va produire énormément de contenu de qualité et pour aiguiller nos clients, et toute une partie où c'est plus du ticketing et on va répondre à nos clients directement et les accompagner sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est une des choses qui vous permet de vous démarquer justement des acteurs établis où souvent on a cette critique, cette remarque des clients qui disent qu'ils parfois ils sont un peu perdus. Ouais, et surtout sur la partie contenu, on a vraiment insisté énormément là-dessus pour produire un maximum de contenu spécialisé dans chaque partie du code du travail, pour vraiment les aiguiller et aussi leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance à travers ce contenu-là. Et qu'ensuite on a énormément relayé, mais ça nous a permis vraiment de créer une marque et de pouvoir vraiment appuyer notre expertise auprès du marché, et ça nous permet d'être maintenant assez connu dans le milieu des DRH en France, et ça commence en Europe. Romain, de votre côté, c'est pareil, pour maintenir cette qualité de service, vous échangez beaucoup avec vos clients ? Tous les jours. Un truc qu'on fait depuis le premier jour, c'est qu'on va énormément déjeuner avec nos clients. Pour tester le produit, bien sûr. Tout à fait. Donc du coup, maintenant, je fais beaucoup plus de sport qu'avant, parce qu'on mange beaucoup. Et un des autres points aussi qui est fondamental, c'est qu'on est notre propre client déjà. On utilise notre produit tous les jours. Donc on tolère pas des choses qu'on ne trouverait pas satisfaisantes. On a ce niveau d'exigence déjà parce qu'on l'utilise. Et après, on a aussi, de la manière qu'on a remis en question le marché dans lequel on arrivait, on a aussi remis en question la manière dont il fallait qu'on s'organise. Donc on a vraiment... alors on a plusieurs types d'interlocuteurs. On a une logique de marketplace, donc on parle avec des restaurateurs, avec des entreprises et avec les employés d'une entreprise. On a plusieurs équipes qui s'adaptent en fonction du type d'interlocuteur et aussi de la nature de la demande. Par exemple, on dissocie énormément une demande réactive d'une demande proactive. Donc une demande réactive, c'est quelqu'un qui va potentiellement avoir une question, voire un problème, et qui va attendre une réponse rapidement et une solution à sa réponse rapidement. Donc ça, c'est tout ce que nous, on met dans l'équipe de Customer Care. Donc plus simplement support. Et après, on a une équipe de Customer Success qui est plus dans une approche proactive, où en fait on identifie qu'on a des interlocuteurs, des utilisateurs, entreprises, restaurants ou utilisateurs qui font pas forcément une utilisation optimale de notre service, et du coup on les contacte donc de manière proactive pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font pas comme nous on imaginait qu'ils feraient. Si c'est souvent ça reflète un problème de compréhension, d'expérience utilisateur, de design, d'ergonomie, etc. Et donc après, il y a une boucle de feedback, que ce soit dans du proactif ou du réactif, qui veut dire, ok, on a rencontré tel problème, une fois, deux fois, trois fois, ok, là, il faut vraiment prioriser ce problème. Et après, on l'intègre dans l'équipe produit. Et on a un rythme d'itération qui est hebdomadaire. Donc chaque semaine, on sort des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités ou des correctifs s'il y a des choses qu'on trouve pas assez efficaces ou pas assez claires. On va arriver au bout du temps imparti. Peut-être pour terminer, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur qui souhaiterait se lancer sur un marché qui paraît verrouillé, qu'est-ce que vous lui donneriez comme petite astuce peut-être, Guilain ? Je pense que la première chose, c'est de bien choisir son combat au début et de rester très focus dessus. Donc ça va être... nous, en l'occurrence, c'était vraiment le produit. Donc au début, on s'est vraiment enfermé dans notre bulle pendant un an à se concentrer uniquement sur le produit et très peu sur le reste finalement. On était vraiment à l'écoute de nos potentiels clients. On cherchait un maximum de feedback et la seule chose qui comptait pour nous, c'était de réussir à faire un produit qui marche. Ensuite, on s'est posé plein d'autres questions, mais c'était vraiment ça notre focus et on ne l'a jamais perdu dans la première phase. Donc je pense que c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui se lance sur un marché à disrupter.
bien définir ses priorités et savoir les garder. Exactement. Romain, de votre expérience? Moi, je dirais, ne cherchez pas la croissance immédiatement. Ça sonne beaucoup mieux en anglais, do things that don't scale. Parce qu'il faut tester beaucoup de choses. Et donc, au départ, vous allez faire des choses très brouillon parce qu'il faut aller vite et c'est fondamental parce que vous trouverez jamais enfin, je vous le souhaite, hein, mais c'est très difficile de trouver la bonne réponse et le bon problème immédiatement. Et en fait, en tournant autour, en testant plein de choses, vous avez plus de chances d'y arriver. Merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils. Merci à vous de nous avoir suivis.